Ou tu sors ou je te somme, mais faut prendre une décision. What Jets? Here we go! Whoa! Tremendous! Takes Christian Craig down! And Hurling's looking to make a move down the inside! Oh, he runs down into Kyle Rowling! Oh! Wow! Bloc Pass, le média qui traite de l'actualité du motocross mondial, en long, en large, mais surtout en travers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Bloc Pass. Aujourd'hui, on termine notre tour d'horizon des différents championnats de supercross et de motocross majeurs à travers la planète par la catégorie Rennes, le MXGP. Lors des 2 premières épreuves en Angleterre et à Valkenwaard, on a pu voir se dessiner un beau duel entre le champion du monde en titre, Tim Geiger, et le champion du monde 2018, Jeffrey Herlings, qui s'est adjugé les 2 premiers Grands Prix. C'est parti! Comme attendu, on a eu un Beau duel. beau duel, et on a un beau duel qui se dessine entre le champion en titre, qui a encore progressé, je trouve. Ouais, Geiger. il est solide. Ouais. Moi, il m'a impressionné à Valkenwaard. Et Herlings, qui a gagné les 2 Grands Prix qui se sont déroulés, donc pas étonnant, pas vraiment de surprise. Peut-être dans la manière, Herlings, où c'est un peu plus étonnant. Ouais, Pareil, des signes de maturité. on a l'impression qu'il se calme, qu'il a grandi, qu'il est capable de faire deuxième plutôt que de vouloir à tout prix gagner. Tant mieux, ça va être plus cool pour le championnat et pour lui. J'espère qu'il se blessera moins. Mais en tout cas, il est devant. Je pense qu'on va avoir des belles bagarres entre Jeffrey et Tim Geiger. Après, je trouve que il est difficile ce début de championnat parce qu'on a eu une course, un Grand Prix d'Angleterre, qui était la première épreuve, qui est toujours particulière. Et après, on a eu directement les conditions vraiment un peu pourries, une piste inondée à Valkenwaard. Mais même en Angleterre, je crois que ça avait été un petit peu compliqué. Ils ont dû faire les qualifs. Le samedi, ouais, mais pour les courses, ils ont des belles conditions. Ouais. Comme tu avais regardé. Non, mais je trouvais que c'était particulier quand même. Mais bon, En tout cas, le début du championnat, Ouais. je pense que c'est à l'image de ce qui va se passer dans le futur que les deux boss de la catégorie sont Herlings et Geiger. Voilà, ils sont vite. Mais il est un peu tôt pour se prononcer. Un Cairoli qui revenait de blessure, on peut avoir du bon De Salle, du bon Paulin, Koldenhoff, qui était pas trop dedans, il était rapide, mais il a eu des situations de course, des chutes au départ, etc., qui ont fait que ses résultats en attestent pas. Mais l'année dernière, il a été hyper fort en fin de championnat, il gagne des courses, il gagne doublé aux nations. Est-ce que lui va peut-être pas se mêler à la bagarre? On J'ai verra. l'impression que c'est un peu toujours les. Moi aussi, j'ai l'impression que d'une année à l'autre, c'est toujours pareil. Il finit fort. Ouais, comment il a fait pour être aussi fort l'année dernière d'un coup, je sais pas, la confiance. Mais si on se fie à sa fin de saison dernière, on peut attendre beaucoup de lui cette année. Pour l'instant, il est 6ème du championnat. Moi, devant, je vois Herlings et Geiger, mais il est trop tôt. On a eu un Grand Prix d'Angleterre qui était la première course, comme j'ai dit tout à l'heure, où les mecs sont toujours un peu sur la réserve et ils vont pas prendre le plus de risques possible, surtout dans la deuxième manche en Angleterre, quand tu vois qu'il y avait le soleil hyper gênant et des grosses ornières. Je pense que c'était pas là qu'ils sont allés jouer leur vie. Et en Hollande, c'était... Mais il y a quand même des gros écarts. Quand tu regardes le championnat, comme tu dis, ce qui se dessine clairement, c'est un duel à 2. Et derrière, pour le coup, c'est serré. Mais tu as quasiment 30 points. Si je dis pas de bêtises, tu as 26 points entre Cairoli qui est 3ème et Herlings. Derrière, hormis c'est les 2 seuls qui ont scoré à chaque fois, quasiment. Hormis la première manche de Geiger en Angleterre, ils se sont partagés après, sur les 3 autres manches, ils se sont partagés la première et la 2e place. Ouais. Et on voit que du 3e au 6e, même au 7, au 9e, pardon, ça a été hyper irrégulier. Donc, ce qui explique ces gros écarts de points.
Un Prado. Je voulais parler de Prado un peu. Ouais, tu voulais. Bah, est-ce que tu t'attendais à mieux? Est-ce qu'il y a des circonstances? Je pense qu'il y a des circonstances et qu'il va monter en puissance. Après, très clairement, c'est quand même pas la même chose que le MX2. Il va être face à des anciens champions du monde, des très grands, des mecs qui sont là depuis 10 ans dans la des mecs catégorie. qui marquent l'histoire de leur sport. Ouais, qui ont fait leur preuve. Il y a des clients. Même pour faire top 5, hein, je pense que quand il va se retrouver dans une bataille avec Koldenov, Paulin et De Salles, ça va être compliqué, il va pas s'amuser. Donc, ça va être moins facile qu'un MX2, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu attends de lui? Est-ce que tu te dis c'est un mec qui peut faire 3ème dès sa saison rookie, ou est-ce que ça va être compliqué quand même? Moi, je le vois bien, honnêtement. Ouais. Qu'est-ce qui serait je le vois bien faire des podiums. Je le vois bien régulièrement dans le top 5 et s'approcher des podiums. Par contre, je le vois pas encore aller jouer les victoires, sauf une occasion ou une chute ou autre. Mais je le vois pas encore jouer avec Erlins ou Geiger. Si, vu la blessure qu'il a eue du fémur, qui est le plus gros os du corps humain, honnêtement, s'il avait fait mieux que ce qu'il a fait là, ça m'aurait surpris dans le sens inverse. Je me serais dit c'est pas normal. Donc il est là où je l'attendais. Je pense qu'il va monter en puissance. Voilà, clairement. Ok. Je suis assez d'accord. Après, ouais, j'ai du mal à me positionner moi sur ce dont il est capable. On l'a tellement vu dominer en fait en MX2, challenger Erlings, parfois se livrer des batailles, je repense à Assen où c'était mémorable. Ouais, à ses débuts, dans des conditions un peu particulières, oui, mais c'est sûr. Et là, on l'a tellement vu dominer, mais après, je m'attendais, et aux Nations. Oui, aux Nations, il a été fort, pareil, mais à chaque fois dans des conditions particulières. Même si je pense qu'il a un niveau exceptionnel, il n'est pas double champion du monde MX2 pour rien, il faut rappeler aussi, champion du monde MX2, mais contre qui il se battait. Voilà, c'est toujours pareil, on parle toujours des résultats, champion du monde, etc. Mais il y a quand même des années où les mecs, Erlins, il domine sa catégorie. Je veux dire, quand il arrive en MX2, tu vois un Paulin, un Roxane, etc. Ils étaient ensemble en MX2, ils se sont battus. Tous ces mecs-là, ils sont encore depuis 10 ans en MX1. Ça, c'est quand même des mecs qui marquent leur sport, au-delà de leur sport, leur catégorie, leur passage. Ils font pas une belle année et on n'entend plus parler d'eux. Non, ils sont là tous les ans. Voilà. En MX2, je pense que les mecs qui a battu Prado l'année dernière, l'année d'avant, t'en as aucun, peut-être un ou deux, mais t'en as pas 10 qui seront 10 ans au top dans la catégorie MXGP. Je trouve que les années pendant le cru était moins bon, c'était un moins bon cru. Le niveau général du MX2 était moins bon quand Prado a gagné que quand un Marvin a été champion du monde, un Roxane, un Erlins, tu vois. Et encore, un Erlins, quand il a été champion du monde, je suis complètement d'accord. Face à Jordi ou sa dernière année à MX2, voilà, il y avait plus grand monde. Il était champion en se blessant en milieu d'année, en loupant une ou deux courses. Ouais. Donc, et ça en 4-5 ans, tu peux pas te le permettre. En 4-5 ans, tu peux pas. T'as toujours les mecs qui sont. C'est la grosse différence aussi entre le MX2 et le MX1. Donc, on verra bien pour Prado, mais je pense qu'il va monter en puissance, c'est sûr. C'est un. Ouais. Il fait partie des grands, des futurs grands, je pense. Mais ses adversaires ne seront pas les mêmes que ceux qu'il avait en MX2, ça c'est sûr. Et on va peut-être finir par là. Le grand absent, qui est français en plus, Romain Fèvre. Voilà, ça fait plusieurs saisons qu'il se blesse depuis son titre mondial. Donc, et quand il revient, il est toujours dans le coup, il est rapide. Mais pareil, c'est un peu frustrant de voir que malheureusement, il y a des blessures à répétition. Qu'est-ce qu'on. Surtout que là, en plus, déjà, il y a eu son transfert. Ouais. Moi, ça m'avait un peu étonné, honnêtement. Après, est-ce qu'il est arrivé au bout d'un cycle? Ça m'avait étonné le choix à la fois de Yama et de Romain Fèvre. Ouais, après, je pense qu'il avait besoin de changement. Peut-être que les décisions de Yama, changement de structure, etc.,
n'était pas ce que lui souhaitait, ou après, je suis pas une petite souris, je sais pas tout. Mais en tout cas, il avait besoin de changement. Il a rebondi chez Kawasaki KRT. Je pense qu'il y a une très belle structure tenue par un Français. Il a comme équipier Clément De Salle, c'est quand même une des. Hormis KTM. Belle doublette. Voilà, c'est un des teams qui, sur le papier, ont le plus beau duo de pilotes, quoi. Un De Salle, multiple vice-champion du monde, un Fèvre, champion du monde. Voilà, c'est beau, donc je pense que tous les deux, ils vont s'apporter des bonnes choses, tant pour le développement de la moto. Après, je ne sais pas s'ils s'entendent bien, hein, mais en tout cas, c'est des mecs qui ont du métier, donc ils vont réussir à faire une bonne moto et à se tirer l'un vers l'autre. Parce qu'on va pas se le cacher, hein. Dans un team, on pense que toujours tout est bleu, et tout est rose, et c'est comme en Formule 1. Mais au final, dans un team, c'est un peu chacun pour soi, et le but c'est d'être devant ses équipiers, hein. Faut pas croire, hein. Ouais. Ça, tout le monde pense toujours que dans un team c'est la super entente, etc. Ouais, ça arrive, mais c'est quand même rare. Au final, on peut dire ce qu'on veut. Tu veux toujours être devant celui qui est dans ton même, voilà, dans d'autres sports. Tu veux C'est toujours. marrant, c'est vrai Tu veux toujours. En Formule 1, c'est vachement transparent. Ouais, les mecs le disent ouais. tout le temps, ils disent attends, il y a beaucoup d'écart entre les voitures, Ouais. mais ils disent clairement je vais être jugé en premier sur mes performances face à mon coéquipier. Mm. Et c'est vrai qu'en cross, on a un peu. On pense que le coéquipier c'est le poteau. Ouais. On pense que le coéquipier c'est le poteau, alors qu'au final le coéquipier c'est comme un autre adversaire, si ce n'est pire. T'as envie de le battre, t'as envie d'être le numéro 1 de l'équipe. Voilà, donc le fait, pas parce qu'ils sont potes, même s'ils s'entendent sûrement très bien, mais le fait de vouloir être devant l'autre, avec deux pilotes qui ont un bon niveau, je pense que ça va tous les deux les tirer. Après, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Romain Fèvre, c'est sûr que depuis plusieurs saisons, il souffre de blessures. Est-ce que c'est pas parce que c'est un mec qui aussi, je pense que c'est un gagnant. C'est un mec qui à tout prix, il veut gagner, peut-être trop rapidement. Est-ce que. Je pose une question, mais. Il veut peut-être aller trop vite, mais. Moi, ok, donc toi, tu l'as plutôt mis dans le bon sens, là, de dire que c'est un gagnant et que du coup, c'est son envie de trop bien faire et de revenir au plus haut niveau et de se battre avec tout le monde qui fait qu'il fait des erreurs. Ouais. Mais d'un côté, est-ce que son titre de champion du monde et sa saison extraordinaire lui a pas donné un excès de confiance et maintenant lui fait se sentir obligé de se battre devant et d'être considéré comme un potentiel titrable. Il se sent obligé de rouler au-dessus de ses pompes, très clairement pour le dire, qui fait des erreurs. Parce que moi, c'est la question que je me pose très clairement. Aujourd'hui, si je suis patron de team, ouais. Je suis content parce que Romain Fèvre, si je l'ai dans mon équipe, il peut rapporter des victoires de manche et potentiellement jouer le titre s'il fait l'année en entier. Mais tu ne vois pas sur la durée d'un championnat. Est-ce qu'il va faire l'année en entier, tu vois? Et je suis dur parce que ça fait, voilà, il s'est blessé peut-être ça fait 2 saisons, donc là c'est l'état actuel où je me dis ça, mais c'est vrai que j'ai toujours cette impression là, quoi. J'ai toujours cette impression là qu'il est avec la limite, que c'est qu'il est à risque et que potentiellement il est un peu au-dessus de ses pompes. Ouais. C'est sûr qu'il a un style. Le niveau est si haut. Ouais. Il a un style, il met de l'engagement, il a de l'envie. Je suis. Ouais, malheureusement, je pense qu'il se blesse trop souvent. Voilà, parfois on parle parfois on peut dire de la malchance, mais quand c'est à répétition, il y a aussi des paramètres extérieurs, peut-être qui jouent dessus. Il prend peut-être, comme tu dis, trop de risques, il veut peut-être aller trop vite, trop tôt. Est-ce qu'il n'a pas. Quand il a été champion du monde, ouais, il surfait sur sa confiance, tout lui réussissait. Il s'est fait aussi des grosses frayeurs où il passait à côté de la chute. Voilà, tu peux pas toujours avoir. Je trouve que c'est dur quand on juge dans le motocross, quand on juge un pilote là-dessus, je trouve que c'est dur parce que d'un côté, ça fait partie intégrante du job, ouais. Le risque, et les mecs sont à la limite, je veux dire, ouais. Vraiment. On n'a pas la même vision d'un Geiger que d'un Fèvre, alors qu'un Geiger s'est mis des tôles monumentales et à chaque fois c'est relevé. Ouais. Il y a un paramètre chance. Donc, moi, mon point de vue sur Après, il y a un paramètre chance. On dit chance. Parfois, tu as les mecs qui, pour la même chute, qui tombent et qui se blessent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mieux préparés physiquement, plus musclés ou plus souples, ou autres, où ils ont appris à chuter. Ou voilà, il y a d'autres paramètres. C'est pas que de la chance. Hein.
La souplesse, ça joue, la musculature. Mon entraîneur, quand j'étais jeune, Sago, me disait que ma première protection, c'était mon corps, mes muscles et ma souplesse. Et ça, honnêtement, moi, j'y crois dans le sport qui est la moto à risque, comme tu dis. Et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Je pense qu'un Fèvre ne le néglige pas. Mais tu comparais des chutes que peut se mettre Geiger et que peut se mettre Le nombre de Fèvre. fois où il a fini de manche Et sans c'est vrai visière. Geiger, c'est clair. Il a fini plus d'une manche sans visière. Cette année, on a eu 2 courses. Il a l'air d'être plus dans le contrôle. On verra. La saison est encore longue. C'est pareil, j'ai si pas tout les- redémarre. Mais c'est sûr. Je l'ai vu chuter cette année aussi, honnêtement. Ouais, moi aussi je l'ai vu chuter. Je l'ai vu chuter. Après, voilà, c'est dur de juger sur 2 courses. Juste. C'était pour nuancer un peu mon truc. Non, sur mais Fèvre. j'espère voilà, que Fèvre va moins se blesser. S'il se blesse pas, je pense qu'il est vite. Mais ça fait des années, 3 ans maintenant, qu'il est dans le coup quand il revient, mais il enchaîne les blessures, malheureusement. En tout cas, ça rajouterait encore de la densité au championnat. Et c'est vrai que quand tu regardes le top 10, tu te dis que faut être très très costaud pour venir se glisser là-dedans. Entre les mecs qui sont tout le temps là, Paulin, De Salle, Koldenhoff, Sewer, dont on n'a pas encore parlé, et les mecs qui sont là et qui peuvent faire des coups d'éclat. Je veux dire, on a vu Mitch Evans qui peut être vite sur un championnat, les 2 officiels Ice One qui peuvent être très vite sur une course, pardon. Evans qui va vite sur un championnat. Non, sur un week-end. Ouais. Sur un week-end, Ouais, je me suis trompé. Il monte en 4,50, je pense que c'est. Non, mais ça rajoute un mec qui ça rajoute peut un mec sur un week-end avoir de la vitesse. Ouais. Les 2 mecs de chez Ice One, Jady Konis, à Valkenswaard, pas bon à prendre, quoi. Franchement, assez impressionnant, notamment en qualif. Le samedi Qualif, impressionnant. Après, je crois qu'il mange tellement de sable chez Ice One que dès qu'il sait qu'il va dans le sable, il est ultra chaud et il se dit c'est mon week-end. Ouais. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Il dit ouais, c'est mon opportunité de gagner un grand prix ou de faire un podium. Et clairement, je l'ai vu comme ça le samedi. Il mettait du gaz, il allait doubler Erlins, il gagne sa qualif. Après, le dimanche, jour de course, tu vois, il était moins dedans. Il fait 3 et 3 si je me trompe pas, mais en termes de vitesse etc, je l'ai pas trouvé, je pense que un Paulin sans les soucis qu'il a eu, un Koldenhoff etc, ils étaient dans le coup pour faire 3, voilà, c'était pas forcément la place de Jady Konis. C'était difficile à lire, je trouve, Valkenswaard. Les conditions étaient un un peu particulières. Les conditions étaient particulières. Après, pareil. Même ce qui s'est passé avec Erlings, j'ai trouvé que c'était hyper bizarre. Je sais plus si c'est le samedi ou le dimanche, mais où il perd son rythme complètement, il se fait déposer. Le samedi en qualif. Il se reprend. Après, c'est peut-être lié au fait qu'il est capable maintenant de se contenter d'une 2e ou 3e place, d'assurer, parce que c'était un peu risqué, chaud la piste. Voilà. Au final, il fait 2, il gagne quand même son week-end. Il fait 2 et 1. Je pense qu'il avait bien envie de gagner son Grand Prix chez lui. En 2e manche, ça s'est vu. Parce qu'il en a mis, quand il y a les Geiger derrière, il en a mis pour pas que les Geiger reviennent. Visuellement, entre la première et la 2e manche dans l'engagement. Plus d'engagement, moi aussi. J'ai trouvé qu'en 2e manche, il en remettait et qu'il était en mode Erlings à fond et sans calcul. Et je pense qu'il s'est rendu compte, en voyant à quel point Geiger était vite en première manche, il s'est dit que s'il voulait gagner la 2e, il n'y avait pas de marge d'erreur. Et surtout, il ne pouvait pas rester dans une petite zone de confort et qu'il n'y avait pas un gros gap entre lui et... Il a dû être... Erlins a été surpris, je suis quasiment sûr, du niveau de... Il l'a dit j'ai vu du niveau de Geiger. Où il a dit qu'il avait été... En fait, on lui a posé la question... Parce qu'il attaquait derrière Geiger en première manche et il n'a jamais réussi à revenir et à le doubler. Voilà, je pense qu'il a clairement été surpris par la vitesse dans le sable, surface que domine normalement Jeffrey, de Geiger. Voilà, après c'était quand même hyper particulier, Valkenswaard, le sable était vraiment détrempé. Moi j'ai trouvé aussi un truc aberrant, enfin je trouve pas que ce soit normal que Infront et que Ustream, enfin que la FIM plutôt, parce que Infront, que la FIM et Infront laissent passer ça fait quelques années que la ligne de départ c'est un S, un gauche-droite qui prennent hyper vite. En
4,5 encore plus, et à chaque départ, il y a des chutes. Et ça arrive vite, et c'est pas normal qu'on n'ait pas un vrai virage, un vrai truc qui ralentit qui ralentit. Là, ils envoient les mecs au casse-pipe. Et encore plus avec les conditions qu'il y avait. Le premier virage, il était détrempé. Ça glissait, et regardez, chaque manche, il y a eu des départs. Je pense qu'il vire en fond de 3 ou voilà, fond de 3 ou 4. Et forcément, ça coupe pas en mondial, hein, on veut partir devant. Donc, ou non, ça s'accroche. En MX2, j'ai vu, on me dira peut-être, ouais, c'est rien, c'est un choc de métal contre métal. Moi, je trouve que c'est signe aussi que ça tape fort. En MX2, au départ de la première manche, Boiramé, il abandonne parce qu'il tombe au départ. Le repose-pied était cassé. Repose-pied en titane. Oui, j'ai déjà cassé des repose-pieds, moi. Des cale-pieds qui avaient quelques années, etc., d'origine. Mais un cale-pied net cassé au départ, je veux dire, ça montre qu'il y a un choc, même si c'est du métal contre du métal, quand même violent. Donc ça arrive vite. Et ça, il doit faire quelque chose. C'est eux qui gèrent la sécurité des pilotes. Après, on va dire, ouais, le championnat, il se termine avec 15 pilotes. Bah ouais, mais c'est aussi vous qui devez assurer je pense qu'on... la FIM, la sécurité des pilotes. Vous avez des mecs qui valident les terrains. Vous devriez dire, voilà, un départ comme ça, c'est pas possible. Ça vire trop vite. Un S, non, on doit avoir un vrai virage à gauche ou un vrai virage à droite. Mais pas un espèce de S où si tu es bien positionné, tu passes à fond. Ouais. Voilà, c'était une petite parenthèse. Parce que de toute façon, sur ce qui se passe et sur les décisions et l'organisation du championnat par Infront, Ustream, qui on veut, on pourra faire un podcast complet et parler un peu plus en profondeur de ce qu'on pense. Ouais, après, en gros, Ustream est devenu Infront. Voilà. Oui, voilà. Mais on pourra en parler. Mais je trouve que c'est important. Voilà, c'est quand même un sport où il y a suffisamment de blessés, il y a des blessés graves. Les mecs, ils prennent des énormes risques. Certains pour pas grand somme d'argent. Bref, ça fera aussi sujet d'un autre débat. Parce qu'au final, il y a plein de choses intéressantes à dire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on a fait le tour. Après, gros tour. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous partager vos avis dans les commentaires, à nous dire si vous avez un favori pour le titre, si vous voyez éventuellement une surprise que nous, on n'aurait pas vu venir. On sera ravis d'en discuter avec vous. On est, pour rappel, présent sur YouTube, mais également sur les différentes plateformes de podcast, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, où vous pouvez nous retrouver en allant au travail, par exemple. Ça peut être un bon moment pour nous écouter. Nous, on revient très très vite avec une série de podcasts un peu particulière, puisqu'on va vous proposer notre top 10 des meilleurs pilotes de Supercross de l'histoire. Je pense que ça amènera encore une fois de beaux débats bien animés comme on aime. À très bientôt!